Bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question un peu vertigineuse. Comment ça se fait que des civilisations entières, parfois même brillantes, comme les Mayas ou les habitants de l'île de Pâques, les puissent s'effondrer au point de disparaître, quoi? Bonjour. Oui, c'est une question qui hante les historiens, mais pas seulement. On sent bien que ça sort des cercles académiques maintenant. Comprendre ces effondrements du passé, c'est plus juste un exercice intellectuel. Non, c'est devenu une quête de leçons pour nous aujourd'hui. Exactement. Pour notre époque qui fait face à des défis, disons, d'une ampleur assez inédite. Et pour nous guider dans cette exploration, on s'appuie sur un livre qui a vraiment fait date, Effondrement de Jared Diamant. C'est une enquête absolument monumentale. On voyage des Vikings du Groenland au Japon des shoguns. Oui, il essaie de traquer les raisons de l'échec ou, à l'inverse, du succès. Et l'idée de notre discussion, c'est vraiment de décortiquer sa méthode. Parce qu'il ne fait pas que raconter des histoires. Il propose une vraie grille d'analyse pour comparer tous ces destins. Et voir si cette grille de lecture, elle peut nous aider à lire un peu mieux les gros titres de nos journaux aujourd'hui. C'est tout à fait ça. D'accord. C'est un sacré programme. Alors, par quel bout on prend une fresque aussi vaste? Justement, pour pas se noyer, Diamond propose un cadre d'analyse très structuré, très clair. Il suggère d'examiner chaque société à travers le prisme de 5 facteurs. 5 facteurs. Ok, une sorte de checklist de la catastrophe. On peut voir ça comme ça. Le premier, c'est le plus évident, les dommages environnementaux causés par les sociétés elles-mêmes. La déforestation, l'épuisement des sols, la surpêche, bref, la branche sur laquelle on est assis. Voilà. Le deuxième, c'est le changement climatique, qui peut être naturel, comme une grande sécheresse. D'accord. Le troisième et le quatrième, j'ai l'impression qu'ils se répondent un peu. Oui. Le troisième facteur, c'est les voisins hostiles. Mauvaise nouvelle quand on est déjà faible. Carrément. Et le quatrième, c'est l'inverse, la dépendance à des partenaires commerciaux amicaux. Tout va bien tant que ça marche, mais si votre partenaire principal s'effondre, Hmm, il vous entraîne dans sa chute. ok. Donc on a les dégâts qu'on se fait, le climat, les ennemis, les amis qui peuvent nous lâcher. Et le cinquième, J'imagine qu'il est crucial. c'est le plus crucial selon Diamond. C'est la réponse de la société à ces problèmes. Le facteur humain, toujours, c'est la variable clé. On peut avoir tous les problèmes du monde, mais c'est la capacité d'une culture à percevoir le danger et puis à prendre des décisions difficiles. À se remettre en question. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre la survie et l'oubli. Parfait. Bon, le cadre est posé. Pour le tester, rien de tel qu'un exemple. Et là, forcément, on pense tout de suite à L'île de Pâques. l'île de Pâques. L'image d'Épinal de la civilisation disparue avec ses statues géants. C'est l'exemple parfait d'un effondrement en vase clos, une sorte d'expérience de laboratoire, mais tragique. On sait maintenant, grâce à l'étude des Polynésiens, qu'à l'arrivée des Polynésiens, l'île était un paradis, couverte d'une forêt luxuriante avec un palmier géant qui a aujourd'hui disparu. Un paradis qu'ils ont méthodiquement transformé en désert. C'est ça. Mais ce qui est fascinant, c'est la cascade de conséquences. La déforestation, c'était pas juste pour le bois de chauffage. Sans les grands palmiers, Plus possible de construire de grandes pirogues. exactement. Et donc, fini la pêche au large, on le voit dans les vestiges Aya, au début, il y a plein d'os de dauphins, de thon, et puis, plus rien. Ils se sont coupés de leur source de protéines. C'est fou. C'est une réaction en chaîne qui détruit tout le système. Et ça continue. Sans l'écorce d'un certain arbuste, plus de cordage solide. Et sans cordage, Pas moyen de transporter et de dresser les statues, les moailles. voilà. Et puis le sol, mis à nu, est emporté par la pluie, le vent, l'érosion devient massive, les rendements agricoles chutent, toutes les espèces d'oiseaux terrestres sont exterminées. La société s'est littéralement dévorée elle-même. C'est l'image. Mais la question à 1 million, c'est pourquoi voilà? Pourquoi aller jusqu'au dernier arbre? Ce n'étaient pas des idiots, c'était une culture sophistiquée. C'est là que le cinquième facteur, la réponse de la société, est spectaculaire. Diamond pense que tout vient d'une compétition effrénée entre les clans de l'île. Une guerre de prestige. Une surenchère. Chaque chef voulait prouver son pouvoir en érigeant des statues toujours plus grandes. Cette course à l'échelon monumental a tout simplement dévoré les ressources de l'île. Leur système de valeurs les a rendus complètement aveugles. Oui, leur logiciel social est devenu un virus. Daimon a cette phrase qui marque les esprits. Qu'a bien pu se dire l'habitant de l'île de Pâques qui a abattu le dernier palmier? Et il imagine des réponses qui nous parlent. Les emplois d'abord, ou la technologie trouvera bien une solution. Ça fait froid dans le dos. Mais bon,
tous les effondrements ne sont pas si isolés. Le cas des Vikings du Groenland est peut-être encore plus instructif, parce qu'il fait intervenir plusieurs des 5 facteurs. Oui, cette colonie a survécu presque 500 ans avant de s'évanouir. Alors que les Inuits, arrivés après, ont réussi à survivre dans le même environnement. C'est ça qui est dingue. On a un comparatif direct. Alors, d'abord, le climat. Les Vikings arrivent en plein optimum climatique médiéval. Une période douce. Le nom Groenland, la Terre verte, c'était pas une arnaque totale. Mais ça n'a pas duré. Non. À partir du XIVe siècle, c'est le petit âge glaciaire. Les températures chutent brutalement. Et leur modèle agricole, importé de Norvège, basé sur l'élevage, il devient intenable. Et j'imagine qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. C'est là que le contact avec les Inuits aurait pu tout changer, non? C'est le cœur du drame. Les Vikings avaient des voisins, les Inuits, qui avaient tout le savoir-faire pour vivre là. Kayak, harpon, chasse aux phoques. Mais les relations ont été hostiles dès le début. Ils les méprisaient. Totalement. Ils les appelaient les Skraling, un terme qui veut dire misérable ou avorton. Au lieu d'apprendre d'eux, ils les ont combattus. C'est de l'orgueil suicidaire, avoir la solution sous les yeux et la rejeter. C'est exactement ça. Et cet orgueil, c'est leur réponse sociétale, le 5e facteur. Ils se sont accrochés désespérément à leur identité. Leur identité européenne et chrétienne. Voilà, ils ont investi des ressources folles pour construire des églises en pierre, importer des vitraux d'Europe. Pour eux, être civilisés, c'était ça. Et cette identité a dicté des choix complètement absurdes. Complètement. L'élevage de vaches, par exemple. Un symbole de statut en Europe, mais une catastrophe écologique au Groenland. Mais le détail le plus incroyable, Oui. c'est que les analyses des ossements montrent qu'ils ont refusé de manger du poisson. Attendez. Quoi? Ils meurent de faim, entourés par une des mers les plus poissonneuses du monde et ils mangent pas de poisson. C'est presque ça. On ne sait pas si c'était un tabou culturel ou une façon de se distinguer des Inuits, mais le fait est là. Leur identité culturelle a été plus forte que leur instinct de survie. On peut dire qu'ils ont préféré mourir en tant qu'Européens plutôt que de survivre en devenant un peu groenlandais. C'est une leçon terrible sur la rigidité idéologique. Bon, après ces deux récits assez sombres, est-ce que le livre offre des contre-exemples? Des sociétés qui ont vu le mur arriver et qui ont réussi à freiner? Heureusement, oui, c'est ce qui rend son analyse si puissante. Il montre que d'autres choix sont possibles. Il présente 2 modèles de réussite. J'écoute, on a besoin d'un peu d'optimisme là. Le premier modèle, c'est la gestion par la base. L'exemple, c'est l'île de Tikopia, dans le Pacifique. Minuscule. Moins de 5 km². Et alors? Elle est habitée sans interruption depuis 3000 ans. Une réussite écologique spectaculaire. Comment ils ont fait? Eh bien, la communauté, parce qu'elle est petite et que tout le monde voit les limites de l'île, a géré ses ressources collectivement, avec une rigueur extrême. Ils ont transformé toute l'île en une sorte de forêt-jardin multi-étages hyper productive. D'accord. Et puis, un jour, ils ont réalisé que les porcs, bien qu'importants culturellement, détruisaient les jardins. Alors, ils ont décidé de tous les tuer. Waouh, c'est un choix radical pour le bien commun à long terme. Exactement. Et le point crucial, c'est qu'ils ont aussi pratiqué un contrôle des naissances très strict. Parce que sur une si petite île, la surpopulation, c'est la mort assurée. Tout le monde pouvait voir le problème, donc la solution devait être collective. Ok, c'est le modèle de la petite communauté. Et l'autre? C'est l'inverse. La gestion par le sommet. L'exemple, c'est le Japon de l'ère Tokugawa au XVIIe siècle. D'accord. Le Japon faisait face à une crise de déforestation massive. La construction des châteaux, des villes comme Edo, ça consommait des quantités de bois astronomiques. Et là, la solution est venue du pouvoir central, j'imagine. Du shogunat, oui, le gouvernement militaire a pris conscience de la crise et a réagi avec une autorité impressionnante. Réglementation hyper stricte de la coupe du bois, programme de reboisement massif, la sylviculture est devenue une science. Et en même temps, ils ont poussé l'innovation pour réduire la consommation. C'est un exemple de planification écologique centralisée qui a fonctionné, en somme. Remarquablement bien, ça a sauvé les forêts japonaises. C'est fascinant de voir ces deux modèles opposés. La micro-démocratie écologique et l'autocratie éclairée. Ça montre qu'il n'y a pas de recette unique. Mais tout ça, impossible de ne pas faire le parallèle avec notre monde. C'est tout le but du livre. Il commence son enquête, non pas avec les Mayas, mais avec le Montana contemporain. C'est un choix fort. Oui, pour nous dire, ne pensez pas que c'est de l'histoire ancienne. Il montre qu'un État riche, au cœur du pays le plus puissant du monde, fait face aux mêmes problèmes. Gestion des forêts, pollution minière, partage de l'eau. Mais la grande différence, c'est la mondialisation. L'île de Pâques, elle, a pu s'effondrer dans son coin. C'est le changement de paradigme. Diamond utilise une autre histoire pour illustrer ça.
un trio d'îles dans le Pacifique, Henderson, Pitcairn et Mangareva. Qui formaient un réseau commercial? Oui, elles dépendaient les unes des autres, mais Mangareva, la plus grande, a connu son propre effondrement écologique. Et en tombant, Elle a entraîné les autres dans sa chute. exactement, privées des importations vitales, les deux autres sociétés se sont éteintes. Et aujourd'hui, notre monde est comme ce système d'îles, mais à l'échelle de la planète. On est tous interconnectés. Il n'y a plus d'effondrement isolé possible. Ce qui veut dire que le risque est global, mais que potentiellement les solutions peuvent l'être aussi. C'est le double tranchant, ça nous rend plus vulnérables, mais ça permet aussi une diffusion des idées et des solutions comme jamais auparavant. Donc, si on essaie de synthétiser, le message de Diamond, c'est pas juste attention à l'environnement, c'est que l'effondrement, c'est la rencontre entre une pression et une culture. Justement, une culture incapable de se remettre en question, de sacrifier des habitudes devenues dangereuses. C'est ça. Et un des plus grands obstacles psychologiques à ça, c'est un concept qu'il appelle la normalité rampante. La normalité rampante, qu'est-ce que c'est? C'est une dégradation si lente et si progressive qu'on ne la perçoit pas au quotidien. Chaque année est juste un tout petit peu pire que la précédente. Et notre idée de ce qui est normal glisse avec elle sans qu'on s'en rende compte. On s'habitue. On s'habitue à avoir un peu moins d'oiseaux, des étés un peu plus chauds. C'est ça. C'est l'effet de la grenouille dans la marmite. L'eau chauffe tout doucement et un jour, on se réveille et il est trop tard. Précisément. C'est une forme d'amnésie générationnelle. Ce qui nous semble normal aujourd'hui aurait paru catastrophique à nos grands-parents. Ce lent glissement, ça nous anesthésie, C'est peut-être le piège le plus dangereux de tous. sans doute. C'est une pensée assez vertigineuse pour conclure. La question qui reste, c'est quelles sont les normalités rampantes de notre époque? Ces dégradations lentes qu'on accepte. Et est-ce qu'on aura la lucidité des Japonais ou le courage des habitants de Tikopia pour remettre en cause nos propres vaches sacrées? C'est le défi qui nous lance, oui. L'histoire nous montre que c'est possible, mais elle nous montre aussi que ce n'est jamais garanti. La réflexion est lancée. Merci beaucoup pour cet éclairage.